Merci maître. Merci de la confiance que vous me faites en me confiant de traiter le thème quasiment introductif de cette série d'interventions. Le thème donc que je vais traiter est démocratie, souveraineté, universalité. Donc je vais donc découper mon intervention en trois parties sur chacun de ces thèmes. Et il m'a semblé qu'il serait intéressant pour parler de ces sujets que nous nous mettions d'accord, que nous ayons un entendement un peu commun de la définition de ces thèmes. Donc je me suis attelée à essayer de trouver des définitions. On peut dire qu'elles sont un peu consensuelles, mais elles sont de toute façon sujettes à débat. Donc ces définitions, et en guise de proposition et de perspective, je pose plutôt un certain nombre de questions, d'interpellations adressées à nous-mêmes d'abord dans notre pratique de citoyens, de démocrates et d'apprentis démocrates. Alors pour commencer par la démocratie, je vous propose la définition succincte suivante. Ce mot est d'origine grecque et se décompose en deux parties. Démos, qui signifie pouvoir, et kratos, peuple. C'est donc le régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple. Aujourd'hui, nous disons encore mieux. Nous parlons de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ainsi que la démocratie est définie dans certaines de nos constitutions. Mais il faut savoir, en faisant un petit retour historique à l'origine de ce mot démocratie, que dans la Grèce antique, la démocratie ne concernait qu'une partie du peuple. C'était la communauté des citoyens qui excluait donc les femmes et les esclaves. Je pense qu'il y a une intervention tout à l'heure qui s'apesantira un peu plus, qui approfondira cette définition de la démocratie en Grèce antique, donc je passe rapidement sur le sujet. Aujourd'hui, qui peut encore prétendre que la démocratie, définie comme gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple, ne correspond pas aux valeurs africaines, qu'elle est imposée par l'Occident, notamment par le discours de la Bolle. Et pourtant, c'est ce que nous entendons au quotidien chez les jeunes, chez des moins jeunes également, chez certains putschistes, au nom de la souveraineté qui se limite souvent dans nos propos, dans nos discours, au rejet de l'Occident. Mais qu'est-ce que la souveraineté et que rejetons-nous dans la démocratie? Est-ce le gouvernement du peuple qui est ainsi dénié à l'Afrique, ou est-ce par le peuple ou pour le peuple qui serait étranger à l'Afrique? Aujourd'hui, après avoir mené le combat pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout en continuant à le mener pour la souveraineté nationale, pouvons-nous prétendre que certaines franges de la population sont exclues de la communauté des citoyens et donc ne peuvent accéder au pouvoir du peuple et l'exercer pour l'ensemble du peuple? Et pourtant, n'est-ce pas ce que nous faisons au quotidien, en excluant certaines catégories de citoyens de l'exercice du pouvoir? Les femmes, par exemple, en Afrique, sont considérées comme n'ayant pas voix au chapitre. Les jeunes sont un peu discriminés. Certaines catégories sociales sont également exclues de l'exercice du pouvoir. Ou bien nous réservons l'exercice du pouvoir à certaines catégories parce qu'elles détiennent la force des armes. Alors, en guise de perspective, je pose également un certain nombre de questionnements qui s'adressent essentiellement à nous-mêmes. Le changement de paradigme que nous exigeons chez les anciennes puissances coloniales doit commencer par nous-mêmes, ici et maintenant. En effet, si nous ne respectons pas le peuple que nous prétendons diriger, comment voulez-vous que les autres nous respectent en tant que représentants d'un peuple que nous méprisons, piétinons, maltraitons? Nous devons également arrêter nos ségrégations internes. Les femmes n'ont pas voix au chapitre. Les jeunes n'ont pas encore la sagesse suffisante pour gouverner. Pourtant, s'ils sont citoyens,
ils doivent avoir les mêmes droits que tous, ne serait-ce que pour respecter la définition que nos lois fondamentales donnent du citoyen. Un citoyen, une personne de nationalité du pays dont on parle, qui a atteint l'âge de la majorité. Tous les citoyens doivent donc avoir des chances égales d'accéder au pouvoir et de l'exercer, ce qui signifie une égalité des chances en matière d'éducation et de santé, la République devrait y pourvoir, une égalité des chances en termes de contribution à la création du produit intérieur brut, le fameux PIB, qui n'est rien d'autre que le cumul de la valeur ajoutée créée par l'ensemble des citoyens. Fini donc les privilèges de certaines catégories de citoyens, soit parce qu'ils ont des armes, soit parce qu'ils sont fils de quelqu'un. C'est donc la fin des régimes militaires et de la dévolution dynastique du pouvoir. Enfin également des systèmes de caste qui subsistent encore dans certaines de nos sociétés, au nom desquels nous justifions sans vergogne souvent que certains sont moins citoyens que d'autres ou ne naissent pas libres et égaux en droit. Donc, nous avons parlé de la souveraineté. Comment pourrons-nous la définir succinctement et en 3 temps? Premier temps, la souveraineté, c'est l'autorité suprême d'une nation, d'un souverain, le fait de détenir cette autorité suprême. Par exemple, lorsqu'on dit que la souveraineté du peuple est le fondement de la démocratie, comme je viens de le dire tout à l'heure. L'affirmation suivante figure dans presque toutes nos constitutions, la constitution de nos États pour quelque temps encore. Cette expression, c'est « la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses élus ». C'est l'article 4 de la constitution togolaise, toujours en vigueur. Deuxième définition de la souveraineté, le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Ce mot est à la mode sous cette acception, assaisonné à toutes les sauces, y compris monétaire. On nous parle de souveraineté monétaire. Mais peut-on se proclamer souverain lorsque l'on dépend de l'extérieur pour tout, pour se nourrir, pour vendre nos matières premières brutes? Et où s'arrête notre souveraineté par rapport à celle de nos voisins lorsque nous prenons conscience du fait qu'aucun de nos États, issus des frontières artificielles l'accord de Berlin, 1885, ne peut s'en sortir tout seul? Troisième acception du terme souveraineté, et celui-là aussi, nous l'aimons bien, c'est le nom dérivé du souverain. Définition du Robert qui dit le souverain, c'est celui qui est au-dessus des autres dans son genre et dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. C'est donc un chef d'État ou un chef d'un État monarchique. Et celui-là a une bonne consonance effectivement auprès de certains de nos concitoyens, surtout lorsque on sous-entend que la démocratie telle qu'elle est pratiquée n'est pas conforme aux traditions africaines. Mais dans notre inconscient collectif d'Afrique, nous trouvons cette conception de souverain et de souveraineté fort séduisante, et c'est ce que nombre de nos concitoyens sous-entendent lorsqu'ils parlent de valeurs africaines et de d'us et coutumes. Or, cette conception du pouvoir en Afrique est fausse. Les monarques africains n'ont jamais détenu le pouvoir solitaire et absolu. Et les dérives qu'on a pu observer par le passé chez certains souverains ont été vite combattues, soit par les populations qui ont fui ou sont allées s'installer ailleurs lorsqu'elles n'avaient pas les moyens de faire face à ces dérives. Il y a également dans nos sociétés une disposition qui dit que le souverain règne mais ne gouverne pas. Alors, en termes de propositions sur ce terme de souveraineté, quelques questionnements. Lorsque nous évoquons les fameuses spécificités de l'Afrique, les us et coutumes, s'agit-il à mots couverts du rejet de la souveraineté du peuple, d'une part, de la démocratie, d'autre part, puisque nous avons défini tout à l'heure la souveraineté comme appartenant au peuple qui l'exerce à travers ses élus. Cette souveraineté ne peut s'exercer que via les représentants élus par les citoyens.
et parmi les citoyens qui leur ressemblent et qui sont les mieux placés pour les représenter. Ce qui implique donc que les élections doivent être transparentes, inclusives et crédibles. L'équité impose qu'il y ait égalité de chance entre candidats, donc pas de militaires concourant contre des civils, pas de membres de gouvernement de transition se taillant un costume sur mesure au lieu de contribuer à définir des règles de vivre ensemble, désintéressées, équitables, valables pour tous. Et si tous les citoyens sont libres et égaux en droit, le suffrage universel et équitable doit être la règle à toutes les élections, même celles élisant le représentant suprême du peuple, pas de grands électeurs, de mon point de vue. En guise de perspective également, quelques questionnements, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le terme démocratie. Concernant la souveraineté, donc, pour la représentativité de l'élection, il faudrait imposer l'équivalent d'un quorum, c'est-à-dire un taux de participation en deçà duquel une élection est déclarée non valide et doit être réorganisée. Si nous avons tous conscience du fait que, pour s'en sortir, nos pays dont les frontières ont été tracées lors de la conférence de Berlin en dépit de tout bon sens, doivent mutualiser leurs ressources, pourquoi ne pas mutualiser les moyens consacrés à l'organisation des élections au sein d'une organisation transnationale qui gérerait les questions de sécurité, d'identification, de paix, de démocratie, de manière à ce que les élections puissent être libres et transparentes. Et nous mutualiserons de cette manière-là les coûts d'organisation des élections. En tout état de cause, l'appartenance à un regroupement sous-régional ou régional suppose l'abandon partiel d'une partie de sa souveraineté sous des sujets délégués au groupement. Et c'est sans doute le prix à payer pour que la souveraineté pleine et entière, alimentaire, économique, sociale, politique, etc., appartienne vraiment aux peuples africains. Universalité, enfin, en toujours le même exercice, quelle définition pouvons-nous apporter succinctement de ce terme d'universalité? L'universalité, c'est le caractère de ce qui est universel, c'est-à-dire qui s'étend à l'ensemble des hommes et qui est commun ou concerne et implique tous les hommes. On parle d'universalité du langage. Vu sous cet angle, nous sommes tous d'accord puisque nous reconnaissons que tous les hommes, tous les groupes humains ont leur langage par lequel ils expriment leurs pensées, leurs sentiments et communiquent. En revanche, on note une levée de bouclier dès que l'on parle de l'universalité des droits de l'homme. Et pourtant, cela signifie que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits fondamentaux du seul fait de leur humanité, où ils vivent et quoi qu'ils soient, indépendamment de leur statut ou de leurs caractéristiques particulières. Et les tenants de cette levée de bouclier décrètent tout d'un coup que les droits de l'homme sont un concept néocolonialiste, importé et imposé par l'Occident, le discours de la Baule ou par la France. Pourtant, l'universalité, l'égalité des droits a été le fondement de nombre de luttes de libération. La lutte qui a mis fin à l'esclavage, les luttes de libération qui ont mis fin à la colonisation, à l'apartheid. Serions-nous donc en train de dire que les colons endogènes, eux, ont le droit de brimer, de discriminer, de torturer, de priver leurs frères de leurs droits fondamentaux? Si oui, au nom de quel privilège, à part le fait qu'ils ont la force des armes et qu'ils sont, de toute évidence, des armes qui elles-mêmes sont de toute évidence importées? Alors, la réponse est non. En Afrique comme ailleurs, les hommes naissent libres et égaux en droits fondamentaux, en droit à une justice équitable, en droit à l'éducation, à la santé, à la culture, garantis par un état de droit qui garantit également l'égalité, surtout dans la gestion de la chose publique, et notamment le droit d'élire et d'être élu démocratiquement. Il s'agit de libérer cette énergie, de lui donner les moyens nécessaires pour qu'elle puisse s'exprimer et exprimer les talents, le génie qu'elle veut mettre au service du développement du bien commun et de la société. En guise de perspective, je vous invite simplement à considérer que le changement de paradigme que nous appelons de nos voeux reboucle
sur la notion de démocratie par laquelle nous avions commencé cet exposé, et quelle est la meilleure preuve de l'universalité des droits de l'homme que de constater que la charte du Mandé, qui est datée qui date du XIIIe siècle, 1222 selon certaines thèses et 1236 selon d'autres thèses, est juste contemporaine à la Magna Carta, la Grande Charte britannique, à l'époque donc de l'Angleterre, qui date de 1215, sans qu'il y ait eu quoi que ce soit en termes de communication entre l'Europe et l'Afrique. Les Britanniques se sont révoltés contre leur roi et un accord a été trouvé à travers la Grande Charte. Et dans l'Empire du Mandin, après un certain nombre de combats, de guerres, etc., il y a eu la Charte du Mandé qui a été proclamée et qui définit un certain nombre de droits qui n'ont rien à envier à la Charte, à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948.